on l'a vu aussi comme une sorte de nationaliste, féministe, etc. Non, je crois que la vraie Anne de Bretagne a eu une constante dans sa vie, qui est celle de maintenir son duché de manière, je dirais, sinon indépendante, du moins lui donner les moyens d'exister politiquement, administrativement, et même historiquement. Songez qu'Anne de Bretagne, ça aussi c'est formidable, j'ai consacré un chapitre à cet aspect peu connu de sa vie, elle s'est rendue compte que l'histoire était un instrument de pouvoir, et que l'histoire de la Bretagne devait être absolument écrite. Et elle a subventionné des historiens, 3 historiens même, 2 sont allés au bout de leurs travaux, c'est Jacques Bouchard et Alain Lebeau, Pierre Lebeau, pardon, et qui ont écrit 2 histoires de la Bretagne, mais subventionnées par Anne de Bretagne, qui les a autorisés d'ailleurs à aller dans les archives, à fouiller les documents, et c'est une histoire extrêmement intéressante, mais une histoire en même temps, j'oserais presque dire mythologique, qui essaie de montrer que la Bretagne existait avant la France, et que donc, existant avant la France, elle avait une légitimité politique beaucoup plus forte que la France qui commence, disons en gros, à l'époque de Clovis. Or, ces historiens, Lebeau et Bouchard, montrent que le premier roi de Bretagne, imaginaire évidemment, il s'appelle Conan Mériadec, il date du IVe siècle, c'est-à-dire très tôt, à l'époque de l'Empire romain. Et donc, vous voyez, il y a une concurrence de légitimité, de mémoire, en quelque sorte. Et Anne de Bretagne est à l'origine, justement, de ce travail sur le temps, où le temps, d'une certaine manière, justifie la souveraineté bretonne. Donc, vous voyez, de tous les côtés qu'on regarde, et c'est vrai que jusqu'à son dernier souffle, elle a essayé de maintenir l'indépendance de la Bretagne. Et le moyen de maintenir l'indépendance de la Bretagne, c'est le mariage d'une de ses filles. Puisque je vous l'ai dit, il y a eu 13 ou 14 grossesses, 9 naissances et 7 morts sur 9. Eh bien, 2 filles subsistent, Claude et René. Alors, elle a essayé de marier Claude au futur Charles Quint. Et ça aurait été, je dirais, extraordinaire pour la Bretagne. Parce que, en mariant Claude, sa fille, au souverain, qui est devenu l'empereur du Saint-Empire romain germanique, roi d'Espagne, entre autres, mais c'était une manière, justement, d'enlever la Bretagne des griffes, si je peux dire, de la France. Et de créer une sorte de solidarité d'État plutôt atlantique, vous voyez, c'est-à-dire le Saint-Empire, les Pays-Bas, l'Espagne, voilà. C'était ça, le scénario. Elle n'a pas réussi, puisque son mari, son deuxième mari, ou son troisième mari, pour y revenir, Louis XII, a obligé Claude à se marier avec le futur François Ier. Voilà. Alors la deuxième option, c'était de marier sa deuxième fille avec là aussi, peut-être le futur Charles Quint, mais là aussi ça n'a pas été possible. Et cette deuxième fille a été mariée à un petit prince italien pour justement éviter tout risque que la Bretagne puisse être indépendante. Donc vous voyez, de tous les côtés qu'on regarde, on s'aperçoit de cette politique que Anne de Bretagne a voulu mener jusqu'au bout pour préserver l'indépendance du duché, de son duché. Il me semble qu'elle a aussi été capable d'une politique symbolique. Vous démarrez son histoire, ce récit historique, par le Trobrez, qu'elle a réalisé en Bretagne, cet anneau symbolique que vous décrivez, en tant que reine de France. Absolument. Elle est revenue dans son duché en tant que reine de France. Voilà. Elle a posé un acte symbolique qui est un acte politique. Voilà. Alors, vous commencez par ça. Voilà, effectivement. Pourquoi vous commencez par ça et quel est ce Trobrez ? Ma biographie n'est pas, je dirais, une biographie traditionnelle. J'ai pas voulu faire de sa naissance à sa mort, non. Le premier chapitre commence d'emblée par un épisode peu connu, mais qui m'a paru extrêmement intéressant. Nous sommes en 1505. En 1505, Anne de Bretagne, c'est vraiment une femme déjà adulte, 27 ans, 28 ans. Elle est mariée à Louis XII. Elle a beaucoup plus de pouvoir qu'elle l'avait, on pourrait y revenir, lors de son premier mariage avec Charles VIII. Et il se trouve qu'en 1505, Louis XII est très malade. On pense qu'il va mourir. Des prières sont ordonnées dans tout le royaume. Toutes les églises s'embrasent de luminaires pour implorer Dieu de sauver le roi. Et Anne de Bretagne, qui aime beaucoup, on pourra y revenir aussi, l'aspect sentimental de la reine, elle aime beaucoup Louis XII, ils se connaissent depuis très longtemps, d'ailleurs à l'époque où il était comploteur contre le roi de France, Louis XI, enfin, c'est l'histoire machiavélienne.
Et elle dit à son mari, si tu guéris, je vais aller à Notre-Dame du Folguet. Je ne sais pas si vous connaissez Notre-Dame du Folguet, c'est à côté de l'Esnevin. C'est un lieu important de dévotion, grande dévotion, à la Vierge Marie qui serait apparue à Salin le Fou, hein, un paysan de la région de l'Esnevin. Donc voilà le but. Si tu guéris, je vais au Folguet prier Notre-Dame et la remercier. Le roi guérit, et alors il se passe là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Anne de Bretagne décide non pas de faire un aller-retour direct, ça aurait pris du temps, hein. Il n'y a pas de TGV à l'époque, ça aurait bien duré, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, mais elle décide de faire un véritable tour de Bretagne qui va durer 4 mois et qui va d'une certaine façon la conduire dans les lieux des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Vous savez sans doute, mais ça aussi c'est l'imaginaire, qu'au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, des saints, dit-on, sont venus de la Grande-Bretagne pour évangéliser la Petite-Bretagne, et ces saints qui sont en fait des chefs de clan, enfin ça c'est la théorie de Arthur de la Borderie, en fait c'est eux qui ont fondé politiquement la Bretagne. Et ces saints, je pense à Saint-Corentin par exemple, à Quimper, voilà un exemple, à Saint-Renan, qui se trouve actuellement à Locronan, la ville de Renan, à Tréguier aussi, voilà, Saint-Paul-de-Léon. Eh bien, Anne de Bretagne va faire le Trobrize. Or, ce Trobrize, c'est un pèlerinage qui a été inventé au XIIIe siècle et qui, d'une certaine manière, marque symboliquement le territoire de la nation bretonne. C'est-à-dire institue ces frontières, en quelque sorte, de ce duché depuis multiséculaire, depuis plusieurs siècles. Et là aussi, c'est très intéressant. La Bretagne a gardé les mêmes frontières un millénaire au moins. Hein. Il faudra attendre 1941 pour qu'on enlève Nantes, comme vous savez, de la Bretagne. Voilà. Et donc, ce Trobrize qui dure 4 ou 5 mois, ça a été un coup de force politique, justement, puisque Anne de Bretagne a voulu manifester officiellement que elle est reine de France, mais elle est aussi duchesse de Bretagne. Et alors, il faut imaginer, on a peu de sources, encore une fois, vous voyez, je répète ce que j'ai dit au début, on a peu de sources, mais les quelques témoignages qu'on a montrent que les Bretons ont été absolument enthousiastes, il y avait des foules immenses pour voir pour la première fois, pour la plupart d'entre eux, même la majorité d'entre eux, leur souveraine. Donc vous voyez, c'est là une sorte d'acte politique, et j'ai voulu justement commencer le livre sur cet épisode méconnu, et ça a mécontenté fortement Louis XII, évidemment, que Anne de Bretagne ose en quelque sorte jouer au roi, si je puis dire, mais dans son domaine à elle, qui est le duché. Alors je précise que y a aussi une deuxième raison. Et la deuxième raison, elle est forte. C'est-à-dire que Louis XII, justement, a refusé le mariage de Claude avec le futur Charles Quint. Et alors que des accords avaient été conclus, alors qu'Anne pensait que Claude serait marié au futur Charles Quint, Louis XII a imposé le mariage de Claude avec le futur François Ier. Et je pense que c'est la raison fondamentale, justement, de ce tour de Bretagne, pour montrer que, non, mon sire, tu veux m'interdire ma liberté de femme politique, mais moi, je suis duchesse, je l'affirme, je te le montre, et je fais le tour de cette Bretagne qui est ma Bretagne. Est-ce que c'est pas aussi un signe de maturité, de lucidité, parce qu'à l'époque, elle est entourée aussi de gens qu'elle peut considérer comme ses ennemis, comme Jean de Rohan, il me semble. Oui. Voilà, elle a déjà un œil averti sur l'entourage de son mari et le sien. Et cet acte d'aller sur son territoire premier en tant que reine, c'est aussi une sorte de maturité qu'elle a. Absolument. Parce que l'acte politique est doublé par une maturité d'observation. Maturité politique, et effectivement, elle est entourée, lors de ce Trobrize, des grands Bretons, c'est-à-dire des représentants de grands lignages. Et vous évoquiez avec raison Jean de Rohan. Alors Jean de Rohan, il y a une histoire très compliquée entre elle et lui. Jean de Rohan l'a trahi. C'est un des plus grands féodaux. Nous sommes justement, voilà, cet entre-deux. Entre la féodalité et la souveraineté, si vous voulez. La féodalité, c'est le rapport vertical où un seigneur impose sa puissance, et il y a de très puissants seigneurs en Bretagne, évidemment.
Et le duc a lutté sans arrêt justement contre ces seigneurs, ces grands féodaux qui ont voulu eux aussi accéder au duché. Et Jean de Rohan fait partie justement de ceux qui voulaient être ducs. Mais finalement, après moult épisodes que je raconte dans le livre, ils se sont réconciliés. Et finalement, Jean de Rohan, qui a des terres importantes, notamment du côté de Morlaix, dans toute la Basse-Bretagne, eh bien, il a accueilli Anne de Bretagne lors de ce Trobrez. Il y a même une entrée solennelle extraordinaire à Morlaix, que je raconte d'ailleurs, où un arbre a été dressé. Vous savez, les entrées royales, c'est très important. Les entrées, nous sommes à l'époque où l'État est nomade. Aujourd'hui, l'État est stabilisé, comme vous savez. L'État cesse d'être nomade à partir de Louis XIV, au moment où Louis XIV s'installe à Versailles en 1682. Mais jusqu'en 1682, l'État, c'est un État gyrovague, si je puis dire, un État qui se déplace auprès de ses sujets. Tandis qu'à partir de Louis XIV, c'est un peu que la révolution copernicienne, les sujets tournent autour du roi, alors que le roi tourne autour de ses sujets. Anne de Bretagne fait partie de ce nomadisme politique. Voilà. Et donc, à Morlaix, lors de son entrée, la municipalité a fait une chose extraordinaire, a représenté un arbre vivant. Alors, qu'est-ce que c'est un arbre vivant? C'est une sorte une estrade, comme ici. Alors, imaginez un grand arbre avec des branches, et les branches représentent tous les ancêtres d'Anne de Bretagne, à partir de Cognan-Mériadec. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a visualisé en quelque sorte la puissance historique, généalogique du pouvoir d'Anne de Bretagne, remontant encore plus haut que Clovis, encore plus haut que l'histoire de France. Donc vous voyez, et Jean de Rohan a participé évidemment à ce spectacle. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais, vous voyez, le premier chapitre de mon livre, c'est vraiment... Alors j'ai mis d'ailleurs, petite anecdote, 1 an à l'écrire. C'est un chapitre... Alors vous me direz, là c'est un peu laborieux. Oui, on pourrait parler dans la fabrication. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Comment? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. J'ai mis 1 an, oui. 1 an pour à peine 30 pages. Et après ce premier chapitre qui marque la capacité politique, en tout cas, d'Anne de Bretagne, on redémarre sur quelque chose de plus chronologique. Bien sûr. J'aimerais qu'on parle aussi de son enfance, où, lors de la mort de ses parents, on est dans une Bretagne prospère, oui, riche, absolument, dont elle va hériter. Tout à fait. Et qu'elle va devoir protéger. Absolument. Face à une France qui veut évidemment récupérer ce territoire. Donc elle est tout de suite projetée dans un univers politique complexe, puisque tous ceux qui ont besoin, qui veulent avoir la Bretagne, pour eux, elle va devoir se battre contre eux. Voilà. Avec ses petites armes et sa jeunesse. Vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que la Bretagne, on oublie très souvent, on a toujours l'image noire de la Bretagne au XIXe siècle, hein, les gens, les pauvres paysans, les mendiants, les pilouers, les chiffonniers, enfin voilà. La Bretagne, du temps d'Anne de Bretagne, c'est un des États les plus florissants d'Europe, vraiment, très riche. Et le duché, c'est un duché puissant, et un véritable duché qui a toutes les institutions d'un véritable État. Songez que le duc est couronné, songez que le duc prélève un impôt permanent, le fouage, et que cet impôt permanent, d'ailleurs, existe avant même la taille en France. Il y a une administration extrêmement performante, il y a un chancelier, il y a un conseil, il y a des ambassadeurs, il y a des traités qui sont signés. Donc vous voyez, de tous les côtés qu'on regarde, le duché de Bretagne, je comparais avec le Portugal, c'est vraiment une puissance en devenir extrêmement forte. Et c'est de cela qu'hérite Anne de Bretagne, mais vous l'imaginez à 11 ans. Bon, vous avez des enfants, des petits-enfants, imaginez à 11 ans, souverain d'un duché qui fait 1 200 000 habitants à peu près. Alors, c'est vrai que moi, ça m'a posé des problèmes. C'est-à-dire, est-ce qu'à 11 ans, elle a été vraiment capable, d'être souveraine? Alors, la réponse est presque oui. Et pas toute seule, peut-être. Pas toute seule. Alors, elle n'est pas toute seule, elle est entourée. Évidemment, elle n'est pas toute seule, il y a un conseil. Elle a une gouvernante. Elle a aussi quelqu'un qui est très proche d'elle, qui est le chancelier, Guillaume de Montauban, qui est un fidèle des fidèles. Voilà. Mais ça a été extrêmement difficile. Et des infidèles aussi, peut-être. Ah, voilà. Il y a des infidèles. Pierre Landais, par exemple. Ah, oui. Qui est Pierre Landais? Alors, Pierre Landais, c'est en quelque sorte le Colbert du temps, c'est-à-dire c'est une sorte de Premier ministre qui est favori de François II, qui est le père d'Anne de Bretagne. Mais alors, Pierre Landais, c'est quelqu'un qui a grenouillé, qui a réussi
plus ou moins frauduleusement, mais qui a essayé aussi de faire de la Bretagne une grande puissance économique. Donc il y a les deux aspects. C'est un peu aussi comme Colbert. Colbert a travaillé à sa propre fortune pour réussir la fortune, si je puis dire, Louis XIVienne. Alors Pierre Landais, c'est ça, il a essayé de faire de la Bretagne une thalassocratie. Bon, ça s'est très mal terminé. Grande opposition avec les grands, il a terminé pendu. Enfin bon, c'est là aussi, c'est la version machiavélienne de ce qui se passe autour de la Bretagne. Mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que à l'époque où elle est duchesse, eh bien, une partie de ceux qui sont dans son conseil la trahissent et ils sont subventionnés par le roi de France. C'est-à-dire que, ou plutôt par la reine, puisque à l'époque c'était la régente Anne de Beaujeu, qui est la grande sœur de Charles VIII, qui est le roi, et qui va épouser d'ailleurs Anne de Bretagne. Eh bien, songez qu'on a retrouvé des listes de pensionnés par le roi de France de Bretons. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu comme des espions, quoi. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent pour s'assurer de leur fidélité ou de leur trahison. Donc, vous voyez, tout s'achète, y compris, je dirais, la bonne volonté politique. Et donc, voilà dans quelle cour est Anne de Bretagne. Une cour où chacun joue double ou triple jeu, et on ne sait pas trop pour qui, finalement, on agit, soit pour la France, soit pour la Bretagne. Il y a une sorte de double fidélité, d'ailleurs, entre le roi de France et le duc. Et chaque noble hésite pour savoir qui sera celui qu'il servira. Voilà. Et ça, évidemment, Anne doit jouer de tout ça. Et on parlait de Jean d'Auron. Jean d'Auron, dans un premier temps, il a trahi Anne de Bretagne avant de se rallier à elle après son mariage avec le roi de France. Vous voyez, en fait, c'est très complexe. Il y a une sorte de... Vous voyez, météo, hier, c'est très beau, aujourd'hui, il pleut. En Bretagne, au temps de la duchesse, chaque jour est une météorologie politique différente. Était-ce simplement des enjeux de pouvoir, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être une époque où on pouvait profiter de la jeunesse de cette duchesse orpheline, parce que son père avait déjà été humilié? C'était déjà une période très difficile pour la Bretagne, où des factions étaient presque en guerre civile. Absolument. Donc, est-ce qu'il y a il y avait de la traîtrise, de la fidélité juste par des enjeux de pouvoir, ou est-ce qu'on a profité d'une situation familiale, peut-être les deux, difficile? Absolument. Alors, je ne peux pas faire une analyse au jour le jour, comme vous savez. Mais ce qui compte quand même, c'est... Alors, tout se cristallise sur elle. Parce que nous sommes quand même dans une période, il faut que vous sachiez, comme aujourd'hui d'ailleurs, de grande personnalisation du pouvoir. Donc, le duché, c'est un duc. Le duché, c'est la duchesse. Et donc, la grande question, puisqu'elle a 11 ans, puisqu'elle a 12 ans, puisqu'elle a 13 ans, c'est avec qui on va la marier. Puisque le mariage, c'est une affaire politique. C'est pas simplement une alliance de deux personnes. C'est une question de pouvoir. Et donc, il y a eu plein d'options pour savoir à qui on allierait la future duchesse et la duchesse. Alors, dès sa naissance, d'ailleurs, on a envisagé un mariage avec le roi d'Angleterre, l'héritier du roi d'Angleterre. Ça n'a pas marché pour X raisons que j'explique dans le livre. Alors ensuite, justement, quand elle devient duchesse, à la mort de son père, en 1488, eh bien, une des options a été de la marier avec Maximilien d'Autriche. Alors, Maximilien d'Autriche, ça vous dit peut-être rien, mais c'est, comment dire, on l'appelle le roi des Romains. C'est le futur empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est quelqu'un d'extrêmement considérable. Et vous voyez, c'est toujours cette option d'une alliance de revers, en quelque sorte, par rapport au roi de France. Puisqu'en mariant Anne de Bretagne avec le souverain du Saint-Empire romain germanique, c'est un moyen, évidemment, de faire pression sur la France, puisque l'empereur pourra envoyer des troupes du côté est, si vous voulez, et en même temps aider le duché en envoyant des troupes et des financements. Et le mariage a eu lieu. Alors vous me direz, mais avec l'empereur, non, il ne pouvait pas venir parce qu'il avait des problèmes avec les Turcs notamment qui attaquaient ses frontières, avec des révoltés du côté de Gand, du côté des Pays-Bas. Il a envoyé un représentant. Et ce représentant est allé à Rennes, et à Rennes, il s'est passé un épisode que je raconte dans le livre, qui est tout à fait étonnant d'ailleurs, qui s'appelle Wolfgang de... J'ai oublié, son nom, vous allez le retrouver.
eh bien, il a mis sa jambe nue, vous voyez, il a enlevé sans doute, c'était pas un pantalon, c'était, voilà, et il a mis sa jambe nue dans le lit d'Anne de Bretagne, où Anne de Bretagne se trouvait aussi, et la jambe nue de ce représentant de l'empereur a touché la jambe nue d'Anne de Bretagne. Et à partir de là, on dit ils sont mariés. Alors c'est un mariage, évidemment. Alors c'est étonnant, hein, parce que dès que ce mariage, comment dire, de jambe à jambe a eu lieu, sans rapport sexuel, hein, je précise. Je pourrais vous parler du premier rapport sexuel d'Anne de Bretagne. Après. Eh bien, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que après ce mariage, jambe contre jambe, eh bien, Anne de Bretagne signe tous les textes, duchesse de Bretagne et, comment dire, souveraine du Saint-Empire, enfin du futur, reine des Romains. Extraordinaire. Et ça a été son premier mariage. Et je pense, alors là aussi, s'agit-il d'interprétation. Aucune source ne l'indique, mais je demeure persuadé que tous ces enfants morts, au temps de Charles VIII, de Louis XII, elle, si chrétienne, si dévote, a pu penser que Dieu était mécontent, justement, qu'elle se soit remariée après ce premier mariage, puisque le mariage est sacré, évidemment. Nous sommes dans la sphère d'un hyper-catholicisme, et je vous assure qu'elle a demandé à son confesseur, est-ce que je peux me remarier ? Alors le confesseur a dû évidemment lui dire oui, hein, c'est l'époque où, évidemment, est envisagé le deuxième mariage avec Charles VIII, qui est un mariage là de raison imposée. Elle avait son mot à dire, elle a pu demander est-ce que je peux me remarier? Je suis sûr qu'elle a demandé à son confesseur, et que ça a été vraiment un cas de conscience. Mais là, la raison d'État, et là je parle presque Machiavel, si vous voulez, l'a emporté sur le très haut. C'est-à-dire que je pense que ce mariage, c'est simplement la Bretagne comme dot, évidemment. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que sa dot, c'est nous, quoi. C'est le territoire de la Bretagne. Et effectivement, dès qu'elle se marie, c'est la deuxième option, avec Charles VIII en 1489, eh bien... Sachant que lui, il avait déjà eu écho, évidemment, de ce premier mariage. Il était déjà très en colère. Il est très en colère, très mécontent. Et d'ailleurs, on a eu sans arrêt peur qu'elle soit enlevée. Que, justement, le futur empereur fasse enlever Anne de Bretagne. C'est pour ça que le mariage, par exemple, le premier mariage avec Charles VIII s'est fait à Langeais, en catimini. C'est-à-dire presque caché, sans grande fête, sans grand faste, avec des gardes partout. Parce qu'on avait vraiment peur d'un attentat, si vous voulez. Un attentat qui aurait été un rapt. Et donc, vous voyez, il y a vraiment ce problème d'un triple mariage superposé. Et je pense que dans sa conscience de chrétienne, ça a dû vraiment peser. Et si vous voulez, ces morts successifs de tous ces enfants qui meurent, notamment de ses fils, je pense qu'elle l'a pris pour un signe de Dieu. Je ne peux pas penser autrement. Nous sommes à une époque où la pensée est théologique, si vous voulez. Le monde est écrit en langage théologique. Aujourd'hui, après Galilée, le monde est écrit en langage mathématique. Quand il pleut, vous n'allez pas dire que Dieu est mécontent. Il nous envoie la pluie, parce qu'on a beaucoup péché. Et pour autant, d'Anne de Bretagne, quand il pleut beaucoup, Dieu est mécontent. Il nous envoie la pluie pour manifester son ire. Et la sécheresse, c'est pareil. Si tout est sec, c'est que Dieu l'a voulu et que Dieu nous envoie un message. Le monde est écrit en langage théologique à l'époque d'Anne de Bretagne. Ça, je pense qu'il faut que vous le compreniez pour comprendre justement les réactions qui nous paraissent aujourd'hui étranges, évidemment, mais à l'époque d'Anne de Bretagne, c'est extrêmement important. Une grêle un peu trop forte, une éclipse du soleil est prise immédiatement comme un signe de Dieu. Un signe de Dieu. Voilà. Elle est couronnée le 8 février 1492 et vous dites que c'est une double consécration dionysienne et parisienne. Oui, alors là aussi c'est un autre aspect très important. Je disais tout à l'heure que le duché de Bretagne, c'est un duché qui est un véritable État et que pour manifester cet État, le duc il est couronné. Couronné, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'extrêmement important. La couronne est une couronne avec des hauts fleurons, comme on dit,
Et cette couronne, c'est le symbole de la souveraineté. Et le couronnement qui a lieu à Rennes duplique le couronnement de Reims. Comme si, en quelque sorte, vous voyez, le duc de Bretagne imitait le roi de France. Eh bien, Charles VIII, très mécontent, évidemment. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire en se mariant avec Anne de Bretagne? Eh bien, il a décidé de la couronner. Pour bien montrer que le couronnement français est supérieur au couronnement breton, et qu'en couronnant ma femme, je me l'annexe en quelque sorte, j'en fais une sorte d'annexe féminine de ma propre souveraineté de roi. Et ça, c'est une invention extrêmement intéressante, puisque ce couronnement a eu lieu à Saint-Denis. Le couronnement de l'homme du roi se fait à Reims, le couronnement de la reine, et ça, c'est une grande première. Avec Anne de Bretagne, il y a beaucoup de grandes premières, comme je dis. Hein. C'est-à-dire, première femme politique, on l'a dit, première femme couronnée, avec un couronnement, je dirais, un peu inférieur au couronnement du roi, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Hein. C'est une femme. Elle est femme, donc elle est ravalée à un rang inférieur. Alors, c'est une toute petite couronne, c'est un tout petit sceptre, voilà. Et surtout, il n'y a pas ce miracle extraordinaire. Vous savez sans doute qu'après le couronnement du roi, en France, il y a le miracle des écrouelles. C'est que le roi est investi d'un pouvoir miraculeux de guérison. Le roi te touche, Dieu te guérit. C'est-à-dire qu'il suffit que le roi touche des malades qui sont atteints d'une analyse scrofuleuse, et sachez que des milliers et des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, atteints de cette maladie, venaient auprès du roi pour se faire toucher. Et le roi prononçait cette phrase, Dieu te touche, le roi te touche, Dieu te guérit. Et beaucoup, dit-on, à l'époque, étaient guéris. Il y a un livre magnifique que je vous recommande d'ailleurs, de Marc Bloch, qui s'appelle Les Rois thaumaturges, et qui explique justement cette puissance incroyable. Il n'y a que 2 rois en Europe qui ont ce droit de guérison, ce pouvoir de guérison, c'est le roi de France et le roi d'Angleterre. Voilà. Alors Anne de Bretagne ne l'a pas. Elle n'a pas le don de guérir. Non, mais elle a le don de donner la vie, et il y a la naissance d'un premier fils, et c'est comme si sa vie tragique démarrait, son malheur a commencé là. Voilà, le premier fils. Alors le premier, malheur intime. En tout cas. Voilà, le premier, c'est extraordinaire parce que il y a eu tout de même une naissance, non pas miraculeuse, mais une naissance d'un garçon. Or, le roi de France n'attend que ça. Hein. La loi salique en France fait que le roi enfin, les femmes n'ont pas le pouvoir. Dans le duché de Bretagne, il n'y a pas de loi salique, donc ce qui implique que la duchesse puisse être souveraine. En France, c'est pas possible. Les reines, Catherine de Médicis ou autres, Marie de Médicis, Anne d'Autriche, si elles sont régentes, elles sont justement régentes au nom de leur fils, le roi. Voilà. Et Anne de Bretagne a eu cette chance extraordinaire de voir naître un fils. Voilà. Et on l'a appelé, alors le prénom est extrêmement intéressant. Je vais vous le dire, vous le connaissez peut-être, Charles Orlan. Alors Charles, c'est logique, le nom du père, Charles VIII, mais Orlan. Orlan, ça vient de Roland de Roncevaux. Et Roland de Roncevaux, c'est celui qui bat les Sarrasins à l'époque de Charlemagne. Et donc vous voyez tout ce qu'on a cristallisé sur Charles Orlan, celui qui va battre les hérétiques, les Sarrasins. Et nous sommes justement à l'époque des guerres d'Italie, à l'époque où la France se projette, non pas vers la mer et la mondialisation, comme le Portugal et l'Espagne, que j'évoquais tout à l'heure, mais du côté de l'Italie et du côté éventuellement de la délivrance des tombeaux saints de Jérusalem. Et donc en appelant ce fils Charles Orlan, vous voyez, on cristallise sur lui tous les espoirs de réussite extraordinaire, de croisade. Voilà, c'est une ambiance de croisade. Charles VIII vit dans l'ambiance de croisade. On dit d'ailleurs que son prénom est prédestiné, Charlemagne, et que donc il va renouer avec la grande geste de l'époque de Charlemagne. Parce qu'il n'est jamais là. Pardon ? Il n'est jamais là. Non, il n'est jamais là. Il fait la guerre tout le temps, il n'est jamais là. Il fait la guerre donc, tout le temps. Anne de Bretagne perd la Bretagne. Oui, mais on a oublié de dire, juste un mot, Charles Orlan meurt à moins de 3 ans. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour sauver ce petit garçon. On a même un règlement fait par Charles VIII qui indique qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger, comment l'habiller, comment le protéger, pour faire qu'il soit préservé. Malheureusement, il meurt. Nous sommes à une époque où une mortalité terrible. Il meurt à moins de 3 ans. Et c'est le début des drames permanents pour Anne de Bretagne. Mais excusez-moi, je vous ai un peu... C'était juste pour terminer ce petit épisode du fils qui n'a jamais vécu. Elle ne survivra pas. Mais son mari non plus, elle le perd assez vite, donc elle perd aussi son statut de reine, mais elle redevient
duchesse de Bretagne, alors qu'elle avait perdu, la Bretagne était perdue pour elle. Absolument. Alors ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que la chronologie, après tout, l'histoire, c'est chronos logos, c'est discours sur le temps. Et c'est pour ça que je devais, même si mon premier chapitre et mon dernier chapitre ne sont pas chronologiques, volontairement, le reste doit l'être. Pourquoi? Parce que Charles VIII meurt de façon stupide. Vous connaissez sans doute la mort de Charles VIII, à Amboise. Bon, sa femme a été de nouveau à une fausse couche, enfin terrible, voilà. Alors pour la consoler, il l'invite à assister à une sorte de partie de paume dans une partie basse du château d'Amboise. Mais si vous êtes allé au château d'Amboise, vous verrez, les portes sont très basses, et en allant avec sa dame pour voir ce jeu de paume, il se heurte le front sur le linteau de la porte basse du château d'Amboise. Et donc il tombe en catalepsie, enfin au bout de quelques heures, il meurt. Il meurt, il a 25 ans, hein, c'est vraiment... Voilà. Et donc elle est veuve. Elle est veuve très tôt, hein, à 21 ans. Vous imaginez? Et ce qui est extraordinaire, c'est que, alors qu'à l'époque de Charles VIII, elle n'a aucun pouvoir, elle ne signe plus, même duchesse, elle n'a même plus le statut de duchesse. Eh bien, en 1498, il se passe là toute une série d'événements extrêmement intéressants que j'ai analysés d'ailleurs presque jour par jour. Elle redevient duchesse. C'est-à-dire qu'au-delà de son chagrin, réel ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir, eh bien, elle fait tout pour restaurer en Bretagne le statut d'un duché indépendant. C'est-à-dire qu'elle convoque tous les grands. Elle va à Nantes. Elle restaure le château de Nantes. Elle établit une cour à Nantes. Elle rétablit la chancellerie qui avait été supprimée. Elle fait tout pour que les institutions reprennent leur cours. Elle préside les États de Bretagne. Bref. Et elle fait même émettre une monnaie d'or où elle se fait représenter en tant que duchesse. Vous verrez, dans le livre, j'ai mis un cahier d'iconographie que je pense super intéressant. Comment ? Qui est au milieu de l'ouvrage. De très belles images. Et vous avez en particulier une image de la duchesse sur sa monnaie d'or, et elle se fait représenter vraiment en souveraine, c'est-à-dire couronnée, avec la main de justice, l'épée de justice, et donc évidemment c'est un signe très très fort de retour de la souveraineté bretonne. Voilà. Et donc en 1498, vraiment, elle change, je dirais, complètement de statut. Et d'ailleurs la preuve, alors elle va se marier de nouveau, et se marier avec le roi de France, le nouveau roi de France, Louis XII. Est-ce que vous parlez quand même d'un autre acte politique Pardon qui, pour vous, dans votre livre, oui. Suite au décès de son mari, voilà, elle est à nouveau duchesse de Bretagne, et vous dites, donc, la naissance politique d'Anne de Bretagne, c'est la nomination du dernier chancelier breton, Philippe de Montauban. Oui, oui, absolument. Pour vous, c'est là qu'elle a son premier acte politique. Parce que le chancelier, si vous voulez, c'est le ministre de la Justice. À l'époque, la justice, c'est l'élément essentiel d'un État. Le roi, c'est d'abord un roi de justice, la duplication du dieu du jugement dernier, si vous voulez. Donc, voilà. Et donc, établir le chancelier, c'est lui aussi qui signe du sceau de la chancellerie tous les actes, qui authentifient en quelque sorte les actes d'un gouvernement. Donc, établir le chancelier, c'est évidemment fondamental. Charles VIII l'avait supprimé, tout simplement, pour que la Bretagne dépende complètement des décisions de Paris. Ou des châteaux de la Loire, puisque Paris n'est pas tout à fait le cœur du royaume. On ne le saura qu'un peu plus tard. Et justement, en rétablissant la chancellerie, en 1498, c'est rétablir évidemment l'intégrité administrative, politique et juridictionnelle, tout simplement, du duché. Et autre exemple intéressant, c'est que, tout à l'heure je vous ai dit le premier mariage avec Charles VIII a eu lieu à Langeais, c'est-à-dire en France. Eh bien, le mariage avec Louis XII a lieu à Nantes. C'est-à-dire qu'elle a, vous voyez l'importance de la symbolique des lieux. C'est-à-dire qu'elle a attiré dans son duché le roi de France, et ils se sont mariés à Nantes, dans le château de Nantes. Notez entre parenthèses que Nantes est bien bretonne, hein, et que donc le débat que je trouve stupide sur Nantes est-elle bretonne, évidemment, historiquement elle est bretonne, puisque tout se passe. Le château de Nantes, c'est le cœur même du duché. Et là, à notre exemple, le mariage d'Anne de Bretagne avec Louis XII a lieu dans le château de Nantes en 1499. Un contrat de mariage a été signé, d'ailleurs, un contrat de mariage beaucoup plus, positif quant au droit du duché. Parce que la Bretagne est un État dans l'État. Voilà.
la Bretagne redevient un État dans l'État. C'est-à-dire que le roi de France, il se passe presque un double système d'administration. Le roi de France garde quand même la souveraineté sur la monnaie, sur l'armée, etc. Mais par contre, la duchesse administre techniquement le duché. Et une partie des impôts, d'ailleurs, reviennent à la duchesse de Bretagne, qui peut subventionner et qui peut, on va peut-être y revenir, s'entretenir d'une cour extrêmement riche, extrêmement importante au château non pas d'Amboise, mais de Blois. Voilà. Oui, parce que ce mariage, il me semble, dure un peu plus longtemps que les précédents. Elle est installée, ou elle s'installe au château de Blois. Voilà. Et là, on a un peu cette vie de château, la vie aussi avec son mari, parce que c'est à ce moment-là qu'elle a le plus d'enfants. Oui. Qu'elle va aussi souffrir le plus, parce que ses enfants meurent. Oui. Mais on a presque sa vie maritale. Absolument, tout à fait. Je pense qu'elle a été relativement heureuse avec Louis XII. Autant Charles VIII, d'abord, Charles VIII c'est un coureur. Hein. On a plein d'exemples, et puis Charles VIII, vous avez raison, il est tout le temps ailleurs. Hein. C'est l'époque des guerres d'Italie. Les guerres d'Italie commencent en 1494. C'est d'ailleurs un moment très très important, les guerres d'Italie. Pourquoi ? Parce que les guerres d'Italie vont apporter la Renaissance à la France. Parce que les Français vont être complètement éblouis par ce qu'ils vont découvrir à Florence, à Rome. Imaginez Florence, si vous êtes allé à Florence, mais ce que je veux dire, le dôme de Brunelleschi, Rome, qui est en pleine construction avec le mécénat des papes, Naples et ses jardins, ça a été un éblouissement. Charles VIII écrit à sa femme quand il est à Naples, mais c'est le paradis. Et il ramène d'ailleurs en France toute une cargaison d'œuvres d'art, mais aussi des artisans, des jardiniers, qu'il va donner à Anne de Bretagne. Et Anne de Bretagne, d'ailleurs, a un amour formidable pour les jardins. Et elle va complètement recomposer, grâce d'ailleurs à un jardinier italien, d'abord les jardins d'Amboise, et ensuite les jardins de Blois. Et d'ailleurs, son livre favori, qui est un livre d'heures, son livre d'heures qui est une splendeur, est plein d'images, justement, des jardins, des papillons, des fleurs des champs, etc. Donc, j'oserais presque dire qu'il y a un aspect presque écologique ou de pré-écologisme chez Anne de Bretagne, qui s'intéresse de très très près à cette nature, vraiment, qui pour elle est un peu une consolation. Même lors de ce mariage, cette femme politique s'anime, est active, puisqu'elle a un rôle assez important auprès de lui, qui est un roi assez fragile. Oui. Et parfois, elle est capable d'anticiper des traîtrises. Oui, alors là, j'ai pas de détails très précis, mais il est évident qu'entre eux, il y a vraiment une solidité de véritable couple. En tout cas, elle joue son rôle. Absolument. Elle joue son rôle de reine de France, de duchesse de Bretagne et de mère. Et d'ailleurs, vous imaginez la complexité de tout mener en même temps ? Un corps de femme sans arrêt engrossé, un corps politique d'une souveraine, double souveraine, hein, reine de France et duchesse de Bretagne. Donc je pense qu'il y a là vraiment un cumul de difficultés, de complexité, qui explique aussi la rapidité de sa vie, enfin, et de sa mort très précoce. Pour préciser peut-être, Joël, ma pensée, c'est peut-être nous rapporter l'épisode du maréchal de Gier. Ah, le maréchal de Gier. Alors, il appartient à cette famille de Rohan dont j'ai parlé. Grande famille féodale bretonne. Or, le maréchal de Gier, il est passé du côté français très tôt. Et il devient un homme extrêmement important, très proche du roi. En fait, je crois qu'il déteste Anne de Bretagne. Parce qu'il voit en elle une sorte de traîtresse. Justement, parce qu'Anne de Bretagne veut conserver la souveraineté de son duché. Et on sait que le maréchal de Gier a tout fait. Par exemple, Anne de Bretagne a voulu rapatrier en Bretagne des meubles, des vêtements, de l'argent, et il lui a interdit tout simplement ce transport. Et elle a été extrêmement choquée, et elle a, provoqué un procès contre le maréchal de Gier. Et là, vraiment, et ce procès a duré des années et des années. Finalement, ça s'est terminé. Elle voulait sa mort, hein, tout simplement. Et là, c'est vengeance, mais en tout cas, voilà. Elle a eu comme une démarche politique et peut-être pas très honorable, la vengeance. Absolument. Mais en tout cas, elle a joué son rôle politique. Et alors là, c'est peut-être la partie un peu sombre. Alors, je sais pas, on dit souvent que les Bretons sont têtus, mais là, vraiment, elle a été un peu têtue. C'est-à-dire qu'elle a tout fait. Elle a même subventionné des avocats en Italie
pour démolir la défense du maréchal de Logis. Donc ça, il faudrait une étude. Hein. Bon, alors, ça apparaît dans mon livre, évidemment, mais il faudrait un livre spécial, justement, sur ce procès très long intenté par Anne de Bretagne sur ce maréchal Logis, qu'elle déteste. Mais c'est bien de parler de cette part aussi d'elle. Oui, absolument. Vous avez raison. Convient à son rôle politique. Hein, la politique n'est pas une affaire d'enfant de cœur de toute façon. Et je parlais de Machiavel. C'est vrai que là, on est justement dans cette phase sombre d'une politique où tout est rivalité, opposition, jeu de rapport de force. Et Anne de Bretagne a vécu dans sa chair, justement, c'est cette difficulté de faire admettre son point de vue par rapport à tous les clans qui l'entourent. Et qui joue double, triple jeu, suivant évidemment la conjoncture politique. Alors quand on se remémore un peu déjà cette grande partie de sa vie, on approche de sa fin de vie, elle a eu une courte vie, et courte vie aussi par une fragilisation de ses grossesses successives, de ses combats à mener avec des absences dans la vie maritale du mari, du roi, une absence plutôt assez totale. Oui. Donc voilà, elle est fragilisée, cette femme. Oui, et en plus, je parlais d'état nomade. Je dirais qu'elle est tout le temps ailleurs. On la fixe jamais, Anne de Bretagne. Hein. Alors, Amboise, Blois, voilà, à l'époque de Charles VIII, elle est plutôt à Amboise, à l'époque de Louis XII, elle est plutôt à Blois, mais elle suit son mari. Quand son mari va en Italie, c'est les guerres d'Italie, elle va à Lyon, à Grenoble. Elle n'est jamais allée en Italie. Hein. Et ils échangent, alors ça c'est passionnant, ils échangent des lettres de part et d'autre des Alpes, si je peux dire, mais avec ambiguïté pour l'historien, parce que ces lettres, on est certain que ce sont des rhétoriqueurs qui les ont écrites. C'est-à-dire que c'est pas elle, sincèrement, qui les écrit. C'est plutôt des lettres politiques. C'est le début, si vous voulez, de la propagande. Bon, aujourd'hui, on vit malheureusement ce qui est une propagande d'État. Hein. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Eh bien, à l'époque d'Anne de Bretagne, commence justement cette propagande où on va séduire l'opinion par justement la publication, c'est le début de l'imprimerie, la publication justement de lettres, alors d'amour entre Louis XII et Anne de Bretagne. Beaucoup d'historiens ont été abusés par ces lettres. C'est pas elle qui les écrit, c'est pas lui qui les écrit. C'est des rhétoriqueurs qui, d'une certaine façon, veulent mettre en scène, comment dire, une sorte d'entente d'un couple, qui est le couple royal, et qui donc assure, par cette entente, la force et la solidité de la nation France. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important. Et ça aussi, je crois que c'est passionnant dans cette période. C'est vraiment la préhistoire de la propagande d'État. C'est une femme qui va mourir jeune, on a dit à peine 37 ans, en 1514. Oui. Et va s'en suivre une célébration de plus de 74 jours. C'est voilà. Une femme politique aimée. Oui. Peut-être. Est-ce que c'est... Oui, je pense. Alors, effectivement, j'ai consacré pratiquement un chapitre aux funérailles. Il y a beaucoup de premières avec Anne de Bretagne. Hein. Première femme politique, première femme sacrée. On n'a pas parlé de la cour des dames qui l'entourent. J'ai évoqué son mécénat, notamment les livres d'histoire qu'elle a fait écrire. Mais au moment de ses funérailles, il se passe quelque chose d'extraordinaire, qui est que ces funérailles durent 70 jours. On a calculé que 4 tonnes de luminaires ont été nécessaires pour embraser les églises de lumière, justement pour dire que Anne de Bretagne venait de quitter le monde d'ici-bas pour rejoindre le monde de l'au-delà. Et il y a eu un cortège de son cercueil depuis Blois jusqu'à Saint-Denis, puisque j'ai commencé mon intervention en vous disant qu'elle a été séparée en deux, le corps à Saint-Denis, le cœur à Nantes. Eh bien, à Saint-Denis, il y a eu, une cérémonie absolument grandiose que je décris en détail, où on a célébré toutes les vertus d'Anne de Bretagne. Voilà. Et là aussi, c'est une grande première. C'est-à-dire qu'elle a eu des funérailles d'un roi, pratiquement. Et à Nantes, son cœur a été enterré, justement, mis en ostentation. Il a été
volé d'ailleurs, vous vous rappelez sans doute en 2018, ça a provoqué un émoi absolument considérable. Les voleurs se sont pas rendus compte du caractère, je dirais, presque nucléaire de ce cœur, c'est-à-dire qu'ils avaient volé quelque chose qui était, je dirais, presque, voilà, pas rien, une centrale nucléaire pour les Bantons, et donc ils ont laissé, on a retrouvé heureusement ce petit cœur d'or, dont je donne d'ailleurs une reproduction dans le livre, et qui maintenant a retrouvé sa place au musée d'Aubray de Nantes. Mais voilà, les funérailles d'Anne de Bretagne, c'est aussi un acte extrêmement important dans cette vie vraiment exceptionnelle, hein, puisque c'est vrai que vous m'incitez à insister sur ces points, mais c'est vraiment une grande première à différents points de vue que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Vous commencez particulièrement ce récit historique, cette biographie, et vous la terminez aussi en nous parlant de la femme cultivée qu'elle était, malgré son jeune âge. Sans doute que cette femme, à l'envergure politique, se devait d'avoir une envergure culturelle. Elle aimait beaucoup la musique. Oui, elle aimait les livres. Elle aimait les livres. Elle était passionnée de livres. Elle a eu d'ailleurs la bibliothèque. Alors, un des cadeaux que lui a fait Charles VIII à son retour d'Italie, c'est une cargaison de livres, de plusieurs, je pense, 1200, 1300 livres, qu'il a piqué aux Italiens. C'est un vol. Mais ça a participé à la bibliothèque d'Anne de Bretagne. Donc c'est une femme cultivée, on sait qu'elle aime l'histoire, elle aime la poésie, elle est entourée de poètes, hein, à la cour de son père François II. Il y a d'ailleurs un des plus grands poètes bretons qui s'appelle Jehan Méchineau et qui a écrit Les Lunettes des Princes, qui est un grand poète très intéressant que je vous conseille d'ailleurs de lire. J'ai parlé de l'imprimerie qu'elle a subventionnée, qu'elle a créée à Nantes, où d'ailleurs elle a fait éditer pour la première fois les poésies de Méchineau. Donc voilà, de tous les côtés, effectivement, Anne de Bretagne, c'est aussi une femme de culture. Et ça aussi, c'est presque une grande première dans cette période qui annonce la Renaissance, hein, puisque nous sommes dans la préhistoire de la Renaissance, à l'époque où Anne de Bretagne vit et meurt. Et en même temps, vous l'aviez précisé tout à l'heure, elle a aussi un contentement pour la nature, elle a déjà un instinct écologiste ou écologique. Oui, alors c'est peut-être un peu surimposer une idée contemporaine sur un passé, mais son amour de la nature est absolument vrai. Hein, et donc, elle a participé avec ce jardinier italien que son mari, lui a apporté d'Italie. Eh bien, elle a commencé ce qu'on appellera bientôt les jardins à la française, qui en fait sont des jardins inspirés de l'esthétique des jardins italiens que son père, Charles VIII, a découvert notamment à Naples. Il semblerait qu'il y ait une ferveur envers Anne de Bretagne. Je ne sais pas si cette ferveur dépasse les limites de la Bretagne, mais en tout cas, il y a de nombreuses biographies ou récits historiques sur ce personnage historique. Est-ce que vous auriez quelques idées de la nourriture de cette ferveur? Pourquoi il y a tant de ferveur, malgré parfois une méconnaissance, puisqu'on démarre sur un portrait qui n'est pas très valeureux, et puis Je pense qu'on a besoin d'imaginaire, je crois. Et donc, Anne de Bretagne fait partie de cet imaginaire. C'est-à-dire que, et c'est vrai qu'il y a une deuxième vie d'Anne de Bretagne. Chaque personnage a deux vies. Ça aussi qui est passionnant. Il y a la vie réelle, évidemment, que j'ai essayé de retracer. Mais après sa mort, Anne de Bretagne est devenue une autre Anne de Bretagne. Et j'ai suivi d'ailleurs un peu comme le petit poussé, Caillou Blanc, les grands moments où elle renaît. Exemple, à l'époque du marquis de Pontcallec, j'écris par ailleurs un livre sur la révolte du marquis de Pontcallec en 1718, c'est l'époque de la Régence. Eh bien, Saint-Simon dit « Ah là là, cette révolte des nobles, ils veulent revenir comme au temps de leur duchesse, Anne de Bretagne. » Et d'ailleurs, le gouverneur de Bretagne, le maréchal de Montesquieu, dit « Anne de Bretagne, c'est leur idole. » Donc, vous voyez, au XVIIIe siècle, déjà, Anne de Bretagne s'est vraiment érigée en une espèce d'imaginaire extraordinaire. Transportons-nous au XXe siècle.
au XXe siècle. Je parlais tout à l'heure de l'attentat qui a eu lieu à Rennes en 1932, où le parti nationaliste embryonnaire breton fait exploser la cité de Bretagne. Eh bien, un peu plus tôt, en 1922, paraît un petit livre qui s'appelle l'histoire de notre Bretagne. Alors, c'est une histoire un peu nationaliste, mais dans cette histoire, il y a une image d'Anne de Bretagne qui est très intéressante, où Anne de Bretagne est représentée avec ses sabots de bois. Voilà l'imaginaire aussi d'Anne de Bretagne, avec un homme crochu qui met sa griffe dans la bourse d'Anne de Bretagne. Et cet homme crochu, c'est Charles VIII. C'est une manière de dire que le roi de France est en train de piquer le fric de la Bretagne. Et donc, vous voyez, voilà, là aussi, c'est un imaginaire, évidemment. Et alors, je disais, Didier Le Fur a écrit il y a quelques années un livre en disant « Il est impossible d'écrire une vraie biographie d'Anne de Bretagne parce que, justement, les représentations d'elle sont tellement fortes, tellement importantes, qu'on écrit plus sur ces représentations que sur ce qu'elle a été réellement. » Alors moi, j'ai voulu jouer le jeu de retrouver la vraie Anne de Bretagne. Je mets des guillemets à vrai, évidemment, parce que je ne suis pas sûr que l'historien soit capable de restituer le vrai. Peut-être le vraisemblable. Alors, au-delà de revenir sur des faits historiques que vous avez voulu nous rapporter, on en discutait tout à l'heure lors du déjeuner, mais vous avez eu envie aussi, pour pouvoir nous parler de l'intimité et Anne de Bretagne intime, la femme, oui. La femme politique, mais la femme, avoir travaillé aussi la langue qui nous raconte cette histoire. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est y amener un peu de poésie, mais en tout cas, dessécher la langue scientifique. Oui. Et réamener oui. de la rondeur, oui, réapporter alors, de la rondeur. Oui, alors là, vous voulez et de la langue. La fabrique du livre, en quelque sorte. Ou, du moins, votre travail à vous. Oui. Au-delà du travail éditorial, mais votre travail à vous. Bon, c'est beaucoup de travail, évidemment, un livre. Je ne suis pas là pour être plein, hein, mais j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. J'ai eu un éditeur extrêmement rigoureux qui m'a lu, relu, qui m'a fait réécrire pratiquement tous les chapitres. Le premier, au moins une dizaine de fois. Je vous ai dit, j'ai mis 1 an à écrire le premier chapitre. Bon, l'idée, c'est que je pense que l'écriture est absolument essentielle dans l'histoire. Et que c'est par l'écriture qu'on arrive finalement à coudre ces petits éléments d'un puzzle. Si vous voulez, les choses sont tellement rares que c'est par l'écriture qu'on arrive à raccorder entre elles les quelques traces, les quelques signes que l'histoire nous a laissés d'elle. Et donc c'est l'écriture qui a brodé en quelque sorte cette vie d'Anne de Bretagne. Alors je ne veux pas dire que le tissage donne une image vraie de ce qu'elle fut, mais encore une fois sans doute vraisemblable. Et je préfère le mot vraisemblable qui me paraît à la fois plus humble et plus juste par rapport à ce que peut être le travail d'un historien. En tout cas, ça se lit comme un récit, plus que comme un essai historique. Absolument. Et c'est ça qui est, tout à fait. Qui est intéressant. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. Pour Anne de Bretagne, chez Gallimard. Vous pouvez retrouver Joël au stand de Cobrez, juste derrière nous. Voilà, Yves aura installé quelque chose. Je peux signer pour que quelques vous puissiez livres. Signer des livres. Si ça vous intéresse. Continuer à échanger un peu si vous le souhaitez, et puis l'acheter, le faire dédicacer. Voilà. Je vous remercie, et puis on va poursuivre. Merci en tout cas. Merci Joël.